truc, une question carrément. Oui. Tu mets combien de temps pour couper et assembler, toi, après ? Longtemps. Ça dépend de quelle mesure c'est bordélique. Vu comment c'est parti, là, juste. Là, aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. C'est structuré. Hein. Ça C'est va. structuré. Ok. Là, on est bien structuré. Hein. Son s'appelle Ilmi. En psy, évidemment, et j'ai dit à la bonne chambre, regarde l'une de ruche, et ne s'appelle que de jeune et si d'agrar, que s'intéresse Over the Pop. Je suis à nouveau aujourd'hui avec Pierre-Jean, Lionel et Jean-Christophe. Bonjour messieurs. Salut. Bonjour. Et bonjour. C'était ça la suite. ChatGPT, quoi répondre quand on vous dit bonjour? Je m'en fais encore. Alors, allez, on la refait. On va dire que. On leur fait, puis vous dites bonjour. C'est moi qui. Ça marche, on va essayer. Vous êtes poli, vous dites bonjour. Hein. Bande de chiens galeux. Allez. C'est à ces perles rares que s'intéresse Over the Pop. Je suis à nouveau aujourd'hui avec Pierre-Jean, Lionel et Jean-Christophe. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Salut. Et alors que la semaine dernière on a un peu mieux cerné qui était Lovecraft, l'objectif de cette émission ne va pas être de se focaliser sur l'intégralité de son œuvre. Oh non, vous êtes sérieux là? C'est pas moi. C'est la sonnette. Ah, c'est la sonnette? Non, c'est le mien. Ah voilà. Non, T'as fait ça sur ton téléphone comme bruit? Mettez-vous en silencieux par pitié. Bah, je croyais l'avoir fait, mais il restait un peu de volume. Ah yeah. Bon. Alors que la semaine dernière, on a un peu mieux cerné qui était Lovecraft. L'objectif de cette émission ne va pas être de se focaliser sur l'intégralité de son œuvre, mais sur quelques pépites qui font partie de son héritage cinématographique, qu'il s'agisse de celles qui s'en inspirent, qu'on abordera dans la 12e partie de l'émission, ou de celles qui se veulent des adaptations plus ou moins fidèles dont on va parler tout de suite. Le problème de l'adaptation cinématographique de Lovecraft, c'est comment montrer l'innommable et le cyclopéen sans être ridicule, réducteur ou sans se ruiner. Donc l'œuvre de Lovecraft, elle repose sur l'indicible, l'impossible à représenter, ce qui rend l'adaptation de ces nouvelles intrinsèquement difficile et coûteuse, d'où la rareté des versions réellement fidèles et la multiplication de réarrangements. Les premières tentatives américaines sont déjà de grands écarts. En 1963, Roger Corman signe La malédiction d'Arkham. Donc vous pouvez voir la jaquette aux C'est émissions. la jaquette d'une VHS. D'une VHS. RCV. Voilà. Ça c'est beau ça. Donc on doit être dans les premières versions françaises VHS, dans toutes ces 320 lignes verticales glorieuses. À la relique. Le magnifique ou le lamentable Roger Corman, on va choisir. Bah, il a eu des hauts et des bas. Voilà, et peut-être plus inspiré dans les adaptations d'Edgar Allan Poe. Oui, mais là justement, Justement, c'est officiellement il y a inspiré. un peu de peau là-dedans. Il a ouvert la voie. C'est ça. En 1970, The Dunwich Horror, en français Horreur à volonté, de Daniel Haller, adapté de l'affaire Charles Dexter Ward, transpose la nouvelle dans une esthétique psychédélique assez éloignée de Lovecraft. Avec Dean Stockwell, pour ceux qui connaissent Code Quantum. Ouais. Code Quantum, c'est pas celui qui, c'est son, comment il s'appelle là, son collègue là son qui collègue, est en hologramme. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. Dans, Attends juste, toi tu l'as vu celui-là? Non, ça me dit rien. Voilà. Ça. dans les décennies qui suivent, l'influence Lovecraftienne circule de façon plus diffuse. Le cinéma d'horreur italien s'en empare par exemple à travers Lucio Fulci, qui fait donc Frayeur en 1980 et qui puise dans l'atmosphère du mythe, l'intrigue se déroulant à Dunwich, la ville maudite, l'incursion de l'au-delà, la menace absconce qui ronge le réel. C'est donc plus un recyclage de motifs cosmiques à la Fulci qu'une adaptation de Lovecraft. D'ailleurs, en fait, il a fait tout. Il y a un triptyque de Fulci qui est considéré comme un peu Lovecraftien. Même si effectivement c'est genre ça c'est Lovecraftien parce que à un moment la ville s'appelle Dunwich mais il y a rien à voir avec la Dunwich de Lovecraft. Il y a le livre d'Eibon, enfin un peu des citations comme ça, des livres qui font partie de la bibliothèque occulte imaginaire de Lovecraft et de ses potes, mais Fulci s'en est emparé pour faire son propre délire. Cinéma italien de genre, c'est quand même un énorme business du recyclage de toutes les tendances qui ont déjà fait leur preuve. Donc, faudrait voir aussi qui est le scénariste. Est-ce que c'est lui qui était... Je crois qu'il bossait dessus. Ouais, non, c'est des films sur lesquels il était quand même bien investi. Je sais pas, ça vaudrait le coup de creuser un peu Ouais, la question. ouais. À creuser. Le véritable tournant arrive dans les années 1980 avec Stuart Gordon. Ses films Reanimator et From Beyond trahissent largement l'esprit de Lovecraft au profit d'un gore outrancier, mais deviennent cultes. Ils contribuent à installer durablement le nom de Lovecraft dans la pop culture. Alors là, pour le coup aussi, on est dans deux nouvelles qui n'ont pas de rapport avec le mythe de Cthulhu
et qui sont sur... Alors From Beyond, ceci dit, c'est quand même un truc qui demandait pas mal d'effets spéciaux, puisqu'en fait c'est une espèce d'expérience scientifique autour de la glande pinéale qui te permet d'accéder à une autre dimension avec des bestioles et tout ça. Il y a des effets spéciaux qui sont quand même plutôt un peu goresques, mais sympa pour l'époque. Tu l'as vu toi, From Ah oui, Beyond? oui. J'avais été le voir au cinéma, Ouais, moi ouais. j'en garde un bon souvenir, Ouais. mais il y avait une bonne maîtrise de tout ce qui pouvait être animation entre le... Oui, l'animatronique. L'animatronique, voilà, merci, chercher le mot, du latex. On sort des effets spéciaux cheap des années 60, on est encore bien avant le digital, et il y a un petit âge d'or comme ça, des effets C'est spéciaux gore. The Thing, Oui. c'est extraordinaire. Oui, mais là c'est Rob Bottin, là on est au taquet quoi. Here's to you. Où suis-je? Tu es à Radio Clapas. Ils sont là. Dans la même veine, le film à sketch Necronomicon propose 3 variations très libres sur ces thèmes. Dans les années 1990 à 2000, quelques cinéastes tentent des approches plus frontales tout en intégrant leur propre code. L'exemple le plus notable est le diptyque espagnol de José Luis Alemán, La Herencia Valdemar, La herencia Valdemar. en 2010, et La Herencia Valdemar 2, parce que j'avais pas envie de dire dos, La Sombra Prohibida, La herencia Valdemar II. La sombra prohibida. en 2011. Ça mélange un petit peu de la maison hantée, des légendes ibériques et le mythe de Cthulhu. Et ces films comptent parmi les rares œuvres à montrer Cthulhu. Voilà. À la fin, il y a vraiment une représentation, en image de synthèse, qui est correcte pour le budget qu'ils ont eu. Et donc, ça faisait quand même plaisir d'avoir une représentation comme on pouvait l'avoir sur les couvertures de jeux de rôle. Mais c'est vrai que le film, tu t'emmerdes quand même avant d'arriver à ce moment. Mais malgré leurs limites, ils occupent une place singulière dans la galaxie des adaptations approximatives. À l'opposé, certains projets restent mythiques précisément parce qu'ils ne se sont jamais faits. Le plus célèbre est l'adaptation avortée des Montagnes hallucinées par Guillermo del Toro. Pendant des années, il a tenté de monter le film avec Universal Pictures, qui a fini par bloquer le projet, notamment à cause de la classification R, jugée trop risquée. Ouais. Ce refus illustre les réticences des studios à représenter une horreur cosmique dénuée de compromis. Alors qu'en fait, ils voulaient quand même, c'était parti pour le faire avec Tom Cruise dans le rôle principal. Hein. Le problème, c'est que les producteurs voulaient qu'il y ait un rôle féminin dedans quand même, parce que fallait pas Oui, déconner. il faut quand même. Et Guillermo del Toro, il a dit, niet, moi je veux vraiment faire l'histoire comme elle est. Et pour rappeler rapidement, pour ceux qui connaissent pas, les Montagnes hallucinées, c'est une équipe de scientifiques de l'université Miskatonic, là, donc près d'Arkham. On va savoir pourquoi des mecs d'un bled paumé au milieu de la Nouvelle-Angleterre ont le pognon pour pouvoir partir faire cette mission. Alors c'est ça, c'est toujours mon problème. Le sud, c'est l'Arctique ou l'Antarctique? L'Antarctique. L'Antarctique au Voilà. sud, ouais. La mission part là-bas et ils vont découvrir les ruines d'une cité extraterrestre qui, a priori, n'est pas encore complètement abandonnée. Et donc, Guillermo del Toro, il est hanté par ça. Il y avait des tests qui avaient été faits pour certaines créatures, des trucs comme ça. Ouais, donc, ouais. ils étaient déjà un peu avancés dans le projet. Tu sais, il y a des images. Il y a Ouais. des images sur Internet. C'est ça. Il avait dévoilé des images. Et je crois que j'avais vu, moi, sur YouTube, Écran Large, la chaîne YouTube, Oui, oui, oui. ils en ont parlé. Je ne sais pas si vous avez vu son Frankenstein sur Netflix. Si, de ouais, j'ai vu, Guillermo. ouais. Voilà. Bah, toute la scène du début qui se passe dans l'Antarctique, puisque Oui, au ça c'est milieu dans le aussi, roman de oui. Marie Shelley, donc Oui, il y a où la créature voilà, abandonnée. c'est ça. Tu sens que il se fait son petit trip à la montagne hallucinée parce qu'il sait qu'il pourra jamais le faire. Mais voilà. Alors moi, ce qui m'a dérangé par contre dans cette intro, même si tu sens un peu l'influence Lovecraft, c'est que tu sens aussi beaucoup la 3D. Enfin, je sais pas. Je trouvais que ça faisait fake. Ça m'avait un peu déçu. Alors que justement, je me suis dit, ça va être l'occasion pour Guillermo del Toro de pouvoir enfin quand même montrer ce qu'il aurait pu donner sur cette adaptation de Lovecraft. Mais Del Toro, lui, reviendra finalement à Lovecraft par un autre biais. 2 épisodes de Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities adaptent directement Pickman's Model et Dreams in the Witch House, dans lesquels on retrouve une volonté d'explorer l'atmosphère Lovecraftienne sans les contraintes des blockbusters. Ça aussi, vous l'avez vu la série? Moi, j'ai vu quelques épisodes. Je crois qu'il y en a combien? Il y en a 8, il y en a 10. Je crois que je sais pas s'il y a qu'une seule saison ou deux, mais moi je trouvais que c'était assez inégal. Oui, ouais, tu il y a trouves des... ça où ouais, franchement, il y a des. C'est sur Netflix. C'était sur Netflix, ouais. Et en fait, faudra que je regarde ça peut ouais. m'intéresser. Et en fait, pour les J'ai des adaptations, épisodes qui sont cool, ouais. oui, il y en a qui sont pas mal, mais là pour les adaptations de Lovecraft, La Maison de la Sorcière, il est plutôt réussi. En tout cas, visuellement, il est chouette. Après, le problème, c'est que l'acteur qui Ouais, joue t'as dedans, vu c'est 8 épisodes. l'acteur principal, c'est celui qui joue Ron Weasley dans Harry Potter.
qui est pas quand même non plus le rouquin. Le petit rouquin. Voilà, il a grandi Oui, depuis. il faut qu'il se recycle. Mais le problème, c'est que c'est pas non plus un acteur top. Donc, et puis le problème, c'est que Mais il est pas dans tous les épisodes. Non, c'est une dans les anthologie. épisodes, Chaque ouais. épisode est une histoire indépendante, mais visuellement, il est vraiment chouette. Et le modèle de Pickman, alors là, c'est Crispin Glover qui joue Pickman. Alors Crispin Glover, c'est lui qui jouait le George McFly pour ceux qui sont fans de Retour à le futur, le père Oui. de Ah, Marty. oui, parce que je suis en train de dire, mais attends. Qui est un acteur qu'on utilise souvent pour des rôles un petit peu limites parce qu'il a une espèce de jeu qu'on a du mal à canaliser. Alors il est bien dans ce rôle-là. Après il y a des effets spéciaux qui là par contre, tu sais pas si c'est fait exprès ou quoi, ça renvoie un peu au délire des années 80 avec des trucs quand même, alors bien gorasse, mais quand même un peu mal foutu. C'est bizarre. Alors ce qui est dommage, c'est que là, il part sur ce côté gore, alors que finalement, la nouvelle, elle n'est pas tant que ça. Le truc du modèle de Pickman, c'est que c'est un peintre. Il peint des trucs, mais hyper strange et tout ça, mais qui diffère d'après modèle. Et en fait, c'est quelqu'un qui va dans les cimetières et qui est en contact avec des ghouls et qui peint des ghouls, mais qui voit vraiment. Et il va finir par devenir lui-même une ghoul. Et donc, ouais, putain, c'est un des derniers que j'ai vu. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, pour le coup, je trouve que c'est un peu dommage. Autant, la maison de la sorcière, mais ça correspond un peu à l'image à l'impression que me fait le travail de Guillermo del Toro depuis La forme de l'eau, où je sais pas, j'ai l'impression qu'il essaie de faire des trucs super léchés, mais on trouve plus l'âme qu'il y avait avant dans ses films. Oui, Voilà. ouais, Frankenstein quand même. Moi, j'ai pas aimé, je me suis endormi devant. Ah ouais, tu t'es endormi. Je me suis endormi. Ok. Il y a ça et Tenet. Moi, c'est les films. franchement, je le trouvais vraiment pas mal, Frankenstein, pour le coup. Ah, il est peut-être devenu trop gros, il a peut-être plus le droit de Alors, on n'a prendre- pas le de- droit de faire de grossophobie. Ah ouais. On mettra un contenu explicite. Pas de ça ici. Hein. Il est peut-être devenu trop bankable pour Ouais. prendre des risques. C'est des fois un peu la dictature des studios et des gens qui financent. Ouais, moi j'ai plus l'impression il a le syndrome du Cronenberg ou du David Lynch, où à un moment il fait du Guillermo del Toro, tu vois, et on attend, ou Tim Burton à un moment avant qu'il vire carrément Ouais, dans n'importe ouais, je quoi vois. à la Disney, où il essaye plus de se renouveler, où il est dans son style à lui, où c'est super léché, hein, là il n'y a pas de souci, les costumes, hein, Pêche, tu pourrais Oui, nous les en parler, costumes, les la décors, la photographie, musique, la photo, le- tout est nickel. Mais pareil, il prend Mia Goth pour jouer dans Frankenstein, qui est une actrice excellente qui joue dans X, dans Maxine, dans Pearl, et il s'en sert pas du tout. Enfin, bon, et fermons cette parenthèse Guillermo del Toro, sinon ça va me donner de l'urticaire. Et au final, c'est peut-être vers le cinéma indépendant, voire le cinéma amateur qu'il faut se tourner pour trouver les seules véritables adaptations fidèles et réussies à ce jour d'une œuvre de Lovecraft. Notamment avec The Call of Cthulhu d'Andrew Lehman ou The Color Out of Space de Richard Stanley. Vas-y Jean-Christophe, alors parle-nous de The Call of Cthulhu. Alors, dans l'univers des adaptations de Lovecraft au cinéma, ça débute, Clovis l'a dit, avec La Malédiction d'Arkham de Roger Corman en 63. Bon, c'est un petit peu laborieux comme une bonne partie de l'œuvre de Corman. Mais en fait, elles sont pas si nombreuses que ça, les adaptations cinéma grand écran, si je laisse de côté les séries télé. Il en est une qui se détache particulièrement par son originalité, son esthétique et sa radicalité, mais aussi sa très grande fidélité à la nouvelle originale, c'est L'Appel de Cthulhu, bien sûr. Alors, The Call of Cthulhu, c'est un film américain indépendant de Andrew Lehman, sorti en 2005, pas sur les grands écrans ni dans les multiplex, mais le réalisateur Andrew Lehman est un membre de la Howard Philip Lovecraft Historical Society. Donc il faut reprendre un petit peu pour comprendre dans quel contexte le film a été réalisé. La HPHLS est fondée en 1984. Elle a aujourd'hui des membres dans plus de 50 pays et leur devise, Holger si tu nous écoutes, Ludo Fore Putavimus, ce qui veut dire nous pensons que ce serait drôle. Donc ces gens abordent l'adaptation de Lovecraft à la fois avec une très grande fidélité mais une petite pointe d'humour. Alors ils ont commencé en réalisant une trentaine d'adaptations radio dans le plus pur esprit du Mercury Theatre d'Orson Welles. En fait une bande de potes avec un goût commun pour la littérature de Lovecraft et
un petit goût rétro et une légère tendance au décalage. Alors moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le fait qu'ils ont commencé avec quelque chose qui est adapté au réseau de radio américain, mais qui était déjà terriblement rétro dans les années 80, c'est de faire des épisodes radiophoniques avec une bande de potes. J'ai pas plus d'infos là-dessus, donc je sais pas si c'était réalisé en live avec quelqu'un qui faisait les bruitages après des répétitions, donc on serait un peu dans l'esprit d'une troupe de théâtre. Et je sais pas si les enregistrements audio, ça doit pouvoir se trouver aujourd'hui, tout se trouve, sont disponibles sur le net ou sous forme de CD audio. Alors en marge de ces débuts radiophoniques, ils ont réalisé un documentaire, un court-métrage et le film qui nous rassemble ce soir. Donc tous très fidèles à l'esprit des nouvelles et dans un style gothique 1920 qui n'exclut pas un peu d'humour, un décalage appréciable. Alors juste parenthèse, c'est que donc le scénariste c'est Sean Branney de Call of Cthulhu et il avait travaillé avant sur une comédie musicale Lovecraftienne qui s'appelle Shoggoth on the Roof. Il y avait une espèce de frustration de ne pas avoir pu faire quelque chose de sérieux et c'est de là qu'est venue aussi l'idée de développer l'adaptation de The Call of Cthulhu. Mais il existe donc une comédie musicale Lovecraftienne qui s'appelle Shoggoth on the Roof. Alors tu me l'apprends, mais j'avais trouvé la liste des épisodes radiophoniques et de mémoire, il me semble qu'un des épisodes s'appelle Un Shoggoth sur le toit, voilà, qui laisse présager bien des choses. Voilà. Alors, The Call of Cthulhu, c'est un film tout à fait intéressant, car il fait le pari quand même assez osé de réaliser une adaptation sur le modèle des films muets expressionnistes de la fin des années 20. Et c'est extrêmement bien réussi. Moi, je me rappelle la première vision du DVD, ça m'avait emballé. Voilà, donc ça vous plonge immédiatement dans une époque où le charme du récit et des images l'emportait sur tout. On se retrouve dans les premiers temps du cinéma. La nouvelle a été écrite en 1926. Le cinéma muet tel qu'on l'aime, il va survivre jusque 1929-1930, début des parlants, 32 généralisation du parlant. Alors, revers de la médaille, il faut pas être allergique au cinéma muet. Accepter les décors en carton-pâte. D'après ce que j'avais vu, le fait qu'ils adoptent le style d'un film muet, c'était pas à la base forcément une volonté esthétique, c'était ils se rendaient compte que c'était une manière de pouvoir le faire à moindre budget et que ça s'adaptait bien en fait finalement au fait qu'on était dans un projet amateur et ils avaient vu alors c'est un court-métrage qui s'appelle The Old Man and the Goblins qui date de 98 qui a été fait par Mark Caballero et Seamus Walsh qui est à la fois un hommage au maître du cinéma de marionnettes Vladislav Starevich et à un poème, donc qui est une adaptation d'un poème de Lovecraft qui s'appelle Night Gowns. Et en voyant ça, donc il est dispo on peut le trouver, ça dure 4 minutes, il est dispo sur internet. Et en voyant ça, Lehman il s'est dit mais en fait il y a moyen en fait de ressusciter le style rétro du cinéma muet comme tu disais expressionniste et tout ça des années 20 et ça pourrait fonctionner avec le budget qu'on a parce que de toute façon on peut pas faire quelque chose qui aurait des effets spéciaux modernes et tout donc autant aller à fond dans cette esthétique là et c'est de là en fait que serait venu le projet et la forme qu'il a adoptée finalement. Alors c'est possible, c'est vrai que le tournage a duré 2 ans et que dans le DVD original, il y a un journal de tournage qui est intéressant parce que le réalisateur partage ses galères quotidiennes, les problèmes de fond, la difficulté à monter les décors, à trouver certains décors naturels et certaines scènes ont été faites sur des plages californiennes, la réalisation du Cthulhu qui est pas mal pas mal du tout, qui est un petit peu économe, enfin bon c'est la loi du genre. Voilà. Donc le jeu qui peut paraître un petit peu excessif, mais si on se replonge dans le cinéma populaire de la fin des années 20 dans des œuvres fantastiques, c'est le jeu ordinaire des acteurs de l'époque, et encore on ne vous parle pas des fantomas de Feuillade et des grands ancêtres. Et puis derrière tout ça, il y a un parti pris du réalisateur
et au-delà du réalisateur, même d'une bande de potes. Alors, la vedette du film et de l'émission, c'est le Grand Cthulhu, bien sûr, qui ici est figuré par une marionnette animée, donc dans la grande tradition, et on est raccord aussi en termes d'époque, avec les marionnettes de Willis O'Brien et de son fils spirituel Ray Harryhausen. Donc Willis O'Brien, c'est le réalisateur des effets spéciaux de King Kong, de l'Oasis et Tempête. Donc c'est de l'animation en stop motion. Ce sont des marionnettes qui peuvent faire 30-40 cm de haut, articulées, recouvertes de latex et avec une animation, dans certains cas, qui reste encore presque bluffante, pratiquement un siècle plus tard. Donc The Call of Cthulhu, c'est un moyen métrage, 45 minutes. Le problème aujourd'hui, c'est pour le visionner. Le DVD a connu un grand succès lors de sa sortie. Pour les amateurs, il y avait une copie disponible à la médiathèque de Montpellier, mais qui a mystérieusement disparu depuis plusieurs années. Si vous le recherchez, ce titre vous aurez comme seule réponse, ce titre n'est plus disponible, ce titre n'est plus disponible. Si vos vacances vous emmènent à proximité de la médiathèque de Miskatonic, il paraît que si vous vous adressez à la bonne personne, un exemplaire pourrait être disponible. Voilà. Quant aux moyens illégaux de visionner le film, je préfère ne pas en parler ici. Merci. Ou à toi, Pêche, de nous parler de... The Color Out of Space. Là, juste pour m'expliquer l'écart entre les deux, donc The Call of Cthulhu, on est vraiment dans le film amateur qui se veut l'adaptation la plus fidèle possible de la nouvelle de Lovecraft en le resituant dans le contexte historique et tout ça. Alors que The Color Out of Space, on est donc dans une adaptation, mais qui, à mon sens, fait aussi... C'est moderne, quoi. Ouais, c'est moderne, mais je pense que c'est la bonne démarche, en fait, quand on veut adapter Lovecraft, mais on pourra en parler plus tard. Vas-y. Ouais, du coup, avant de parler du film, on peut parler de l'homme qui l'a fait. Donc Richard Stanley, cinéaste sud-africain né en 1966, qui commence avec Hardware en 90, un film de SF post-apocalyptique. Je crois qu'à l'intérieur du film, il y a Iggy Pop et Lemmy Kilmister de Motorhead. Puis il fait Dust Devil en 92, un espèce de film d'horreur surnaturel dans le désert namibien. Donc 2 films, 2 échecs plus ou moins commerciaux, mais une réputation dans le milieu de l'horreur. En 96, il hérite de l'adaptation du roman de H.G. Wells, L'île du Docteur Moreau, pour New Line Cinema. Ce qui devait être un grand saut pour lui devient un énorme naufrage. Il se fait virer du tournage après seulement 4 jours de production. Histoire de ce fiasco, et apparemment il est devenu légendaire. Il y a même un documentaire là-dessus qui s'appelle Lost Soul. C'est ça, mais quand sortir en 2014. C'était vraiment la période où Val Kilmer il était ingérable. Et alors Marlon Brando, n'en parlons plus. Et visiblement, Brando, il a tout fait en fait pour le pousser à bout, mais c'était une manière de le tester. Et Stanley, il l'a pris au premier degré, et il a fini par lâcher l'affaire. Mais même quand je sais pas si vous avez vu, mais la tronche qu'il a Brando dans le film, je l'ai vu une fois il y a très longtemps. C'est catastrophique, quoi. Alors du coup, Stanley, il disparaît après ça, littéralement. Il se retire dans la nature, quitte Hollywood, et il ne revient plus pendant plus de 20 ans. Et c'est en 2019. Porté par Spectre Vision, le studio de production cofondé par Elijah Wood, monsieur Frodon Sake. Non, mais il fait plein de trucs bien. Produit du Lovecraft, J'étais choqué. Richard Stanley revient donc avec Color Out of Space, donc voilà, un retour fracassant, plus ou moins. On va voir. Le film, il a eu un bon écho, Quand il est sorti, moi je l'avais vu passer, j'avais pas regardé. Après, ça m'a intrigué, cette espèce de colorimétrie, et puis voir Nicolas Cage dans du magenta, ça suscite la curiosité. What the fuck, c'était ça. Donc le titre, La couleur tombée du ciel, une nouvelle de Lovecraft publiée en 1927, publiée dans le magazine Amazing Stories. C'est peut-être celle-là pour laquelle il a touché que $25. Je crois que c'est celle-là. On doit pouvoir trouver des infos sur... Mais la nouvelle est achevée à la fin du mois et publiée en septembre dans le magazine Mystery. Gernsback ne paya la nouvelle que $25 de l'époque. Voilà. On l'a trouvée. C'est elle. Donc, La couleur tombée du ciel. L'histoire de base, c'est genre une météorite s'écrase sur la ferme d'une famille isolée dans le Massachusetts. Elle fond dans la terre et progressivement, tout ce qui l'entoure commence à changer. Donc les plantes, les animaux, les gens.
une espèce de corruption lente, invisible, totale, et cette corruption prend la forme d'une couleur, une couleur qui n'existe pas dans le spectre visible humain. Et comment il a fait alors pour qu'on puisse pour pouvoir la filmer? Et c'est là tout le sel et tout le délire du film. Et il a fait un choix radical, donc il y a un énorme travail du coup en post-production. Tu l'as vu? Oui, Ouais. je l'ai vu. Bah oui. Et en fait, la couleur, elle change totalement tout le temps à l'image. On a une espèce de magenta, violet, rose, toxique. Le truc, c'est qu'ils ont Puis après, ils ont mélangé des ultraviolets et des infrarouges. Symboliquement, en fait, les couleurs qui sont le plus opposées au spectre de ce que l'être humain peut voir. Et c'est ça qui donne ce magenta qui baigne tout le film. Plus en fait la couleur se manifeste, plus cette couleur, elle est omniprésente dans le film jusqu'à tout envahir. Alors, Ouais. juste parce que moi le film je le connais pas, mais moi ça m'intéresse d'un point de vue technique. Il existe des pellicules format photo ou cinéma sensibles aux ultraviolets ou sensibles aux infrarouges. Ils ont filmé avec de la pellicule. Je ou sais c'est pas. ou c'est un Non, effet. ça, je pense que ça doit être un effet Non, ouais, post-prod. c'est en oui, je post-prod, pense. ouais. Tu vois ça dans des documentaires scientifiques où tu réussis à filmer l'aura de chaleur autour du corps humain ou des Dans choses Predator. comme ça. Infrarouge. Ouais, mais ça, si t'en abuses pas, ça Ouais, rend bien. ouais. Ouais, d'ailleurs, en regardant le film, ça m'a fait penser à un vieux documentaire que j'avais vu sur les poissons. Les poissons qui ont un langage particulier, notamment des couleurs. On voit pas à l'œil humain, mais sous des lumières bizarres, les poissons changent de couleur et communiquent entre eux avec des couleurs. Mais ils mettent des parures et tu les vois en espèce de jaune ultra... Enfin, nous Oui. quand c'est filmé, tu les vois dans des fluos que tu ne vois pas à l'œil nu. Ouais. Et du coup, Ouais, ça fait un peu comme dans Avatar, en vrai. Ouais. Mais dans le Mais film, en vrai, il communique comme ça. dans le film, ça clignote pas tout le temps quand même. Non, Ouais. t'as 2-3 effets comme ça. Bah, où plus tu- ça où va, tu plus ça vois- devient quand même ultra psyché. Hein. Enfin, ouais. Au C'est fur et genre- à mesure que le film avance, en fait, tu as cette espèce de couleur qui, comme je le dis, qui se répand sur les fleurs. Du coup, tu as les fleurs qui deviennent violet, rose, un peu magenta, les arbres, pareil. Puis t'as la faune, donc t'as la flore qui Les- change et la faune aussi. Puis ça, Pareil. c'est dans la nouvelle de Lovecraft où t'as des bestioles qui commencent à être Oui, de avec plus en plus. déformé, je me rappelle. Ouais, il, y a c'est ça. il y a la nouvelle de Ouais. Oui, c'est l'adaptation ça, de Brett c'est que- qui est assez C'est ça. fidèle. Ouais. Ouais. T'as du coup le père qui est joué par Nicolas Cage qui élève des lamas et des alpagas et pareil. Oui. Bah, ça devient un truc. Là, par contre, tu sens que c'est Ça- un hommage à The Thing. À un moment, tu les Ouais, vois ouais, tous là, ouais. agglomérés. Carrément, ouais. Et il y a la scène qui est vraiment. Les 3 trucs, je crois qu'il y en a 3, ils ont fusionné. C'est Ouais. ça. Et la scène qui est vraiment impressionnante, c'est celle de la fusion de la mère et du fils. Ouais. Et qui restent vivants, mais qui sont fusionnés ensemble avec le bras qui sort du ventre et des trucs comme ça. Et dans une espèce, tu sais pas s'ils souffrent ou pas. Ouais, non, c'est ouais. C'est vraiment. Mais sinon, ouais, si, c'est vraiment sur la fin où c'est vraiment très criard et là ils abusent totalement où c'est vraiment Oui, l'image elle est complètement rose avec cette espèce de d'effet. Je sais pas trop comment on dirait. C'est un peu. Tiens, on dirait, irisé, non En fait, on dirait, ça me fait penser à un peu quand tu regardes les taches d'essence par terre, tu sais, t'as Oui. t'as Ah, toutes les- ces espèces de couleurs. Oui, là. c'est- Les effets Irisés, irisés, ouais. Ou quand tu vois à travers ouais. les bulles, quand tu vois Ouais. une bulle Oui. de savon, voilà, ça fait ça un peu Mm. en version exagérée. Par rapport à ce que tu disais sur la famille, c'était dans une interview qu'il avait donnée à Mad Stanley au moment de la sortie du film. Il avait dit que son idée, c'était de prendre la famille nucléaire à la Spielberg et de l'annihiler. C'est pour ça qu'il a eu du mal à trouver un producteur, parce que personne voulait de faire un film où à la fin tout le monde meurt. Mais c'est raccord avec la nouvelle. Hein. Et donc c'est pour ça qu'il a eu du bol de tomber sur la boîte de production d'Elijah Wood qui a accepté. Mais je crois que ça faisait 10 ans qu'il avait le scénar dans un placard en se disant à un moment c'est justement, je vais c'est réussir dans à trouver l'opportunité de pouvoir le faire. quoi. À Hollywood, c'est Ouais. c'est pas l'exception. Non, hein, les non, gars qui clairement. ont des projets. Ouais, clairement. Donc après ça, tu as la folie progressive. Donc Stanley montre ça à travers Nicolas Cage. Qui est vraiment l'acteur idéal. Parfait, du Ceci coup. dit, il est quand même plutôt sobre hein, Mais par ouais, rapport il fait à. pas assez du Nico. Ouais, si, à part peut-être dans la voiture. Oui, la fameuse scène dans la voiture. Ouais, non, mais on l'a déjà vu pire que ça dans des films où c'est pas bien sûr, approprié. Là, pour le coup, il est parfait. Il est, ouais. Donc au début, ouais, c'est ça, ça commence avec des petites bizarreries, et au fur et à mesure, des sautes d'humeur, puis après ça commence à dériver, et devenir totalement incontrôlable, et il se décompose totalement mentalement. Après, l'entité qui ignore l'humanité, donc la couleur ne cherche pas à tuer la famille. En fait,
elle ne les voit même pas en fait. Elle agit, elle existe et les humains sont simplement dans son chemin. D'ailleurs, on le voit à la fin. Mais il n'y a pas de monstre à affronter, pas de plan à déjouer. C'est le cosmicisme pur. C'est ça. À la fin du film, puisque là, ça aussi, c'est quelque chose qui garde de la nouvelle, c'est que la région, il doit y avoir un barrage qui va être construit. Il a gardé un narrateur qui est un hydrologue, qu'il appelle Ward Phillips, et qui est joué par un acteur noir qui s'appelle Elliot Knight, et donc qui est censé être le premier diplômé de couleur de l'université Miskatonic. Et c'était une manière pour Stanley de ne pas mettre sous le tapis le fait qu'il y a parfois des impensés plus ou moins importants racistes dans les textes de Lovecraft. Et c'était une manière de montrer, ben voilà, on va faire du narrateur un personnage qui est noir, quoi. Mais, et donc à la fin, je sais pas si tu voulais en parler, du fait qu'il y ait le barrage. À la fin, il a tout vu, tout documenté, et du coup, il refuse de consommer l'eau du réservoir local, parce qu'il sait ce qui se trouve désormais en gros à l'intérieur. Voilà, et là, même si finalement c'est recouvert par l'eau, ça reste au fond, et quelque part, c'est un petit peu comme la menace de Cthulhu au fond de l'océan. J'ai un souvenir un peu vague, et c'est pour ça que j'ai feuilleté, mais à la fin de la nouvelle, la couleur, elle ne repart pas dans le ciel, enfin dans l'espace. Il y a une espèce d'explosion comme ça, mais ça n'empêche... Elle est dans un puits, à l'abri des regards. Mais ça n'empêche que... C'est ça, mais ça n'empêche... Elle a contaminé quand même. Oui. Elle contamine, et après, c'est au moment où c'est la fille. Oui. Mais ça, c'est dans le film. Oui, dans le film. Voilà. Ouais. Mais dans la nouvelle, il y a une lampe brûlée qui reste. Et en fait, l'histoire, elle se termine. Et le narrateur, d'ailleurs, quand il passe près des ruines du puits, il voit des fameuses lumières un peu irisées comme ça, donc qui indiquent que la couleur est toujours par là. Et lui-même dit qu'il ne boira jamais l'eau que vont boire les gens d'Arkham à partir de ce barrage qui a été fait. C'est l'histoire de la source Perrier, quoi. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc voilà, Color Out of Space. Bon, c'est pas un film parfait. Voilà, peut-être un peu trop à un moment donné comique ou trop décalé, peut-être. Ouais, moi je trouvais par moments, ça me faisait sortir du délire. Je trouvais que l'ambiance est pas mal, mais peut-être avec Cage, je trouve qu'il a réussi quand même à le canaliser. Je sais pas. Ouais. On peut retenir l'esthétique quand même. Complètement. Oui, l'ambiance et la colorimétrie, l'image. Je trouvais ça audacieux et plutôt cool. Ouais. C'est même quand je l'avais vu, c'était les bandes annonces, ça m'avait vraiment intrigué. Et moi, je trouve que c'est justement cet axe-là qui est intéressant, c'est que souvent, alors notamment avec le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu, qui est censé se dérouler toujours dans les années 20, parce que tu rejoues le truc à l'époque des nouvelles de Lovecraft, et c'est ce qu'on disait avec Clovis là, quand on en discutait. Le truc, c'est que ce qui fait une des forces de l'horreur cosmique de Lovecraft, et ce que Stephen King a repris, c'est que l'idée, c'est de faire surgir cette horreur cosmique dans le quotidien. Et donc Lovecraft, pour lui, ce qu'il racontait, c'était dans son quotidien des années 20. Et garder ce côté rétro, du coup, ça met une espèce de distance historique qui, à mon sens, fonctionne pas toujours. Et c'est bien, en fait, de réinvestir les histoires de Lovecraft en les remettant à notre époque, justement pour qu'il y ait ce malaise qui soit plus prégnant, que d'avoir ce recul avec des personnages en costume et qui roulent avec des vieilles voitures des années 20. Moi, je trouve que pour adapter vraiment de manière intéressante Lovecraft, tu peux garder toute la trame. C'est ce qu'il a fait il a pas changé grand-chose, mais le remettre dans le contexte contemporain. C'est un point de vue, mais je sais pas, est-ce que les angoisses de Lovecraft et ses peurs cosmiques, c'est pas aussi lié à l'époque, lié à la personne, à son contexte social, et est-ce que, alors là on est dans la pure spéculation, mais si Lovecraft avait vécu dans l'Amérique d'après-guerre, il aurait peut-être eu une peur des nazis. Ouais, ou de la bombe atomique, des mutations, de choses mal comprises et dans l'air du temps. Oui, mais ça, c'est pas le problème, parce que finalement, lui, il a créé ça à l'époque, mais là, c'est ce que j'expliquais quand je présentais un petit peu son œuvre, c'est que finalement, si maintenant Cthulhu c'est devenu une figure de la pop culture, c'est bien que même dans notre société actuelle, on y met des peurs actuelles. En fait, finalement, on en fait une autre lecture que celle que Lovecraft avait faite, parce que finalement, ça n'appartient plus à l'auteur, et chacun, il peut y mettre les peurs. Là, je citais par exemple le problème écologique, le problème de perte de sentiment de perte de contrôle face à une société qu'on maîtrise plus, toutes ces choses-là. Et finalement, Cthulhu ou les autres grands anciens, ça peut devenir des avatars de ça, alors qu'effectivement, c'était pas ce que Lovecraft avait en tête à l'époque. Mais ça, on pourra pas se remettre dans la peau de quelqu'un des années 20 pour voir comment eux le percevaient, en ayant nous la perception de l'histoire, parce qu'on vit à notre époque maintenant, quoi.
Je sais pas si c'est pas une coquille un peu vide aujourd'hui, moi. Si c'est pas uniquement l'aspect fantastique. Ça peut l'être dans beaucoup Voilà. de cas, oui, mais pas. Moi, je pense qu'il y a plein d'utilisations qui peuvent être intéressantes des grands anciens de ces tripes-là, quoi. Même si c'est pas des adaptations officielles qui font que ça parle toujours, quoi. Et après, évidemment, que dans le lot de tout ce qu'il y a là, dans les 730 occurrences de Lovecraft sur Steam, il y a évidemment des trucs qui sont putassiers, qui sont là juste pour se faire du blé parce qu'il y a le mot Lovecraft ou Cthulhu. Mais dedans, je pense qu'il y a vraiment des artistes qui arrivent à intégrer des angoisses actuelles dans en fait, une réactualisation de ces choses-là, enfin, je pense. Personne n'est angoissé aujourd'hui. Non, pas du tout. Il n'y a aucune raison. Aucune raison. Pej, est-ce que tu as un truc à dire là-dessus? Non, moi je pense qu'on pourra le voir la prochaine fois parce que du coup, dans toutes les adaptations et dans les Oui, jeux mais là, vidéo- on est plus dans des adaptations, là. On est dans des œuvres Lovecraftiennes. Quand je parle d'adaptation, mais c'est bon. vraiment prendre le matériau de base et y apporter le moins de modifications possible. C'est-à-dire que tu racontes quand même l'histoire que Lovecraft avait Je pense racontée. que c'est plus ou moins lié, c'est pareil, plus ou moins. Après, Ouais, je pense que tu peux la transposer. Parce que du coup, les œuvres Lovecraftiennes, celles qui marchent le mieux, sont des œuvres... Je Oui. vais pas en parler maintenant parce que Oui, sinon oui, on en a oui. pour 3 heures. Ouais, Mais ouais. on le verra la prochaine fois. Mais celles qui ressortent le plus sont des œuvres qui sont modernes. J'ai mis des guillemets. Oui, de Ouais. toute façon, que ça soit en BD, en cinéma ou en jeu vidéo, les œuvres les plus intéressantes sont des œuvres Lovecraftiennes, donc un héritage, et c'est pas forcément les adaptations fidèles, quoi. Non. Voilà. Après, il y en a. Oui, oui. Parce que Qui finalement, se base vraiment dans le passé. Là. Ouais, Comme on ouais. a pu voir les Guillermo del Toro. Oui, mais c'est pas non plus. On voilà. en parlera à Bloodborne ou des Ouais, trucs. ouais. Oui, oui. Il y a des trucs qui fonctionnent quand même assez à l'époque où lequel Oui, oui, ça oui. s'est fait. Mais tu prends même Mais The bon. Call of Cthulhu dont tu as parlé, ce qui fait le sel du film, c'est cette volonté d'essayer de donner l'impression que le film a été réalisé l'année où la nouvelle a été écrite. Voilà, Et, pour moi, c'est aussi. Moi, j'ai du mal à exclure l'œuvre de son époque. Pour moi, l'œuvre, c'est un produit de l'époque et du vécu de l'auteur à l'époque. Et j'ai un peu du mal à imaginer un Sherlock Holmes crédible en train de faire des enquêtes dans les années 80 ou dans les années 2000. Pourtant, ça s'est fait, ça. Oui, oui. Oui, avec plus ou moins de réussite, mais moi j'ai plus de mal avec ça, et j'ai peut-être parce que j'ai une culture cinéma qui plus encline à aller explorer le passé et à attendre que les choses se patinent un petit peu pour découvrir. Vous avez plein de références cinématographiques. Par exemple, moi, je suis absolument pas les séries. J'ai pas Netflix, j'ai aucun de ces médias. Je suis plutôt amateur de DVD. Je télécharge du bout des doigts, et j'ai un peu tendance aussi à pas méfier de la nouveauté, mais à attendre que le film ait fait un petit peu ses preuves avant de m'y confronter. Je suis toujours un peu méfiant sur ce qui vient de sortir sur la dernière adaptation. Donc si en plus la dernière adaptation perturbe mon sens de la chronologie, je vois pas, je suis sceptique sur un Fantomas adapté au XXe siècle, un Arsène Lupin dans les années 80, un Sherlock Holmes des années 2000. Alors je veux bien, il y a certainement des contre-exemples, et je veux bien que ce soit aussi une partie de mes préjugés, voilà. Mais bon, quand on est amateur, on a toujours une part de mauvaise foi, donc j'en revendique aussi ma mauvaise foi. Bah, pour Arsène Lupin, je sais pas, parce que moi j'ai pas vu la série avec Omar Sy. là. C'est pas. Donc je ne sais pas. Ça se Je- regarde, je mais ne enfin, pense pas. En revanche, pour Sherlock, moi la série Sherlock avec Benedict Cumberbatch, je la trouve super Et Martin cool. Freeman. Et Martin Freeman, je la trouve super cool. Ouais, ouais, ouais. Donc là, je te la recommande sur Netflix, mais t'as pas Netflix. Et non. Bah, achète-toi Netflix. Voilà, ça sera le mot de la fin. Donc on se retrouve La semaine prochaine. tous les 4 la semaine prochaine, donc pour parler de l'héritage et donc des œuvres Lovecraftiennes C'est ça. dans tous les les délires différents médias. médiatiques qu'on voudra bien. Merci messieurs, à la prochaine. À la prochaine. Merci Lionel. Tchuss. Notre Père, nous sommes fous, roi la terre,